La Côte d'Ivoire est en fête. L'indépendance de la Côte d'Ivoire célébrée mardi 7 août. On en parle avec divers égards. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans les salons de Radio Côte d'Ivoire. Les salons de Radio Côte d'Ivoire. Tous les dimanches à 10h10, Radio Côte d'Ivoire reçoit dans ses salons une personnalité ou une structure pour évoquer une question d'actualité. Les salons de Radio Côte d'Ivoire, un focus sur les questions d'actualité. Mesdames et messieurs, bonjour. Le développement économique et social des pays s'appuie sur des pratiques en dehors des approches et méthodes connues et reconnues. Penser ce développement à la sauce locale n'est pas aussi négligeable. D'ailleurs, malgré les avancées obtenues depuis plus de 10 ans, 54% de la population dans 46 pays africains vit toujours dans la pauvreté. La pratique des modèles d'affaires inclusifs ouvre de nouvelles perspectives pour relever bien de défis, notamment l'emploi des jeunes et des femmes. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est? Comment le mettre en œuvre? Autant de questions et bien d'autres que nous aborderons dans cette émission. Les salons de Radio Côte d'Ivoire, nous recevons ce dimanche des éminences du monde économique. Professeur Auré Alban, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la cellule d'analyse des politiques économiques, la CAPEC, du CIRES. Docteur Flaubert Biekop, bonjour. Bonjour. Docteur, vous êtes administrateur principal de programme au Centre de recherche pour le développement international. Et puis le troisième invité, professeur Zaonogo Pam. Bonjour, professeur. Bonjour. Vous êtes directeur du laboratoire d'analyse quantitative appliquée au développement Sahel de l'université Ouagadougou au Burkina Faso. Messieurs, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Mais d'abord, est-ce qu'on peut faire l'état des lieux, des pratiques de modèles d'affaires dans notre espace sous-régional, en commençant bien sûr par le professeur Aouré? Oui, en parlant des pratiques des modèles d'affaires, c'est surtout la pratique classique. L'entreprise qui met l'accent particulièrement sur sa profitabilité, son rendement, sa performance, et donc qui ne prend pas toujours en considération son environnement et qui n'intègre pas dans son processus, par exemple, les personnes vulnérables, les personnes pauvres. C'est ce qui est le modèle d'affaires classique. Aujourd'hui, on pourrait parler plus tard des nouveaux modèles d'affaires. Donc, on pourrait dire que la plupart des entreprises dans notre environnement, dans la sous-région, sont encore dans ce modèle classique, sans ignorer que certaines vont cependant vers ce que nous appelons les nouveaux modèles d'affaires. Et on se rend bien compte, lorsqu'on fait l'état des lieux, qu'il y a de plus en plus d'entreprises et dans différents secteurs d'activité, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays de la sous-région. Est-ce que ça veut dire que ce qui est appliqué aujourd'hui est mal fait, professeur Zaonogo? Merci bien. Bon, on ne peut pas dire que c'est totalement mal fait, puisque l'entreprise, par définition, elle recherche son profit. Mais on note que ce qui est fait actuellement ne permet pas effectivement d'intégrer toutes les couches de la société, ce qui fait qu'on a des couches qui sont marginalisées, laissées pour compte, alors qu'un bon modèle aurait pu les inclure dans la chaîne de valeur pour faire en sorte qu'ils puissent profiter des emplois qui peuvent être créés et effectivement améliorer leurs revenus et améliorer leurs conditions de vie. Donc, c'est vrai, ce qui est fait, c'est bien, mais il y a des limites. Il y a des limites en ce sens qu'effectivement, il y a des gens qui sont laissés pour compte et qui ne sont pas pris en charge par ces modèles classiques. Alors, comment on appelle ces modèles-là au CRDI? Est-ce qu'on a une définition de ce modèle, du modèle actuel? Alors, le modèle qui a cours actuellement est considéré comme le modèle traditionnel, ainsi que l'a dit le professeur Alban. Mais les modèles qui sont en train d'émerger, qui sont appelés des modèles inclusifs, vont, n'est-ce pas, rechercher, bien sûr, la rentabilité de l'entreprise, mais aussi rechercher à atteindre des objectifs sociaux. Et donc, dépendamment du secteur d'activité, chaque entreprise va avoir sa propre stratégie, sa propre vision, qui cherche à combiner, n'est-ce pas, ces deux enjeux-là. Mais on a la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise. En quoi est-ce que c'est différent de ce que vous dites, professeur Alban Aouré? La RSE met l'accent sur le fait que l'entreprise doit pouvoir partager une partie de son profit en investissant dans, je dirais, des infrastructures sociales, par exemple,
en investissant dans sa communauté sans qu'il y ait un retour sur investissement qui soit attendu de façon directe par l'entreprise. Un exemple, une entreprise peut construire une école pour les enfants, une entreprise peut investir par exemple dans des centres sociaux, dans des centres hospitaliers, dans son environnement, contribuer par exemple à la lutte contre la déforestation. Ce sont des actions qui sont comprises dans la responsabilité sociétale de l'entreprise, la RSE. Les nouveaux modèles d'affaires, les modèles inclusifs, par contre, mettent l'accent, et Flaubert l'a dit, mettent l'accent sur le fait que l'entreprise se focalise toujours sur sa profitabilité, mais intègre dans sa chaîne de valeur les personnes au bas niveau de l'échelle, les personnes pauvres et vulnérables, pour que ces personnes soient, par exemple, des producteurs, donc des offreurs de matières premières à l'entreprise. Ces personnes peuvent être des distributeurs, même des consommateurs des produits de ces entreprises-là. Donc, c'est le nouveau modèle dont on parle. Ce modèle-là qui les intègre comme partie prenante de la chaîne de valeur de l'entreprise, qui est toujours une entreprise qui vise son profit. Alors que dans la RSE, c'est le profit qu'on veut partager d'une manière à apporter un plus à la société. Alors, abordons maintenant la question de l'environnement même global des affaires dans notre espace sous-régional et même africain. On dit de cet environnement qu'il n'est pas suffisamment attrayant, alors que vous envoyez d'autres manières d'impliquer et de lutter contre la pauvreté. Visiblement, ça sera certainement difficile. Bien, c'est vrai, ça peut être effectivement difficile puisque nous sommes dans un environnement, on dit dans la plupart de nos pays qu'on est en train de laisser le marché réglementer les affaires. Et quand vous regardez, dans beaucoup de pays, on a essayé d'améliorer le climat des affaires pour améliorer l'environnement d'exercice des entreprises. Mais je pense que les nouveaux modèles inclusifs qui arrivent ne vont pas être un problème. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit le professeur Alban, l'entreprise inclusive cherche effectivement à intégrer dans sa chaîne de valeur toutes les personnes qui peuvent contribuer à la création de la valeur ajoutée. Voilà, à la création de la valeur ajoutée. Ça veut dire quoi? Je peux donner un exemple. Vous prenez quelqu'un qui produit, une entreprise qui produit du beurre de karité. Mais pour produire du beurre de karité, il faut qu'on ramasse les noix de karité. Il faut qu'on ramasse les noix de karité. Il faut qu'on aide à avoir le beurre brut. Il faut qu'on mette ça en sachet. Donc, il y a un ensemble d'éléments de gens qui vont intégrer, qui vont intervenir le long de la chaîne. Donc, je pense que l'environnement des affaires actuelles ne peut pas être un frein à l'émergence de ces entreprises inclusives-là. Et bon, même si l'environnement n'est pas attrayant, je pense que les gens peuvent toujours faire de bonnes affaires à l'intérieur de cet environnement-là pour peu qu'il y ait une certaine volonté. Alors, docteur, est-ce que effectivement l'environnement des affaires, on peut peut-être le faire évoluer, ou avec cet environnement actuel, les choses peuvent, avec les entreprises inclusives, permettre d'atteindre les objectifs? Bon, ce qu'il faut voir, c'est que d'ores et déjà, tel que l'a dit le professeur Alban, il y a déjà quelques entreprises qui, dans le contexte actuel, essaient d'adopter des modèles inclusifs. Ceci veut dire que c'est possible. L'un des enjeux des recherches qui sont menées actuellement par la CAPEC, c'est d'essayer de comprendre si ces modèles d'affaires font effectivement une différence. Et donc, c'est sur la base de ces évidences que les responsables de politique publique peuvent dire « Ah, mais tiens, c'est vrai que si nous facilitons cette nouvelle façon de faire les affaires, nous allons avoir un environnement où les entreprises sont performantes, mais où en même temps, les populations tirent leur épingle du jeu. » Donc, la recherche a un rôle fondamental à jouer ici pour permettre de bien comprendre, de documenter de façon indépendante la différence que cette nouvelle façon de penser fait dans la vie, comme on dit, du commun des mortels. Alors, professeur Aouré, cette recherche que vous menez, d'abord, c'est depuis quand? Les premiers résultats ont donné quoi? Cette recherche que nous conduisons avec l'appui du CRDI a débuté en avril donc 2017, et donc nous sommes à 1 an et demi. Et bien sûr, les objectifs de ce projet de recherche qui concerne la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Kenya, c'est justement de comprendre qu'est-ce qui détermine même le choix de ces nouveaux modèles d'affaires par les entreprises,
Ensuite, les effets sur l'entreprise elle-même en termes de performance, c'est ce que donc Dr Mbekop disait. Et ensuite, nous voulons regarder l'impact sur les populations bénéficiaires dans cette chaîne de valeur, comme le précisait le professeur Pam Zaonogo tout à l'heure. Maintenant, bien sûr, en termes de résultats, ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'est un état des lieux. Et l'état des lieux montre que ce modèle existe. Il y a des entreprises, quoique le nom puisse être différent, en parlant de valeurs partagées, en parlant de même RSE, alors que c'est des formes de responsabilité sociétale qui veillent à la profitabilité de l'entreprise. Donc, c'est au-delà de la RSE classique traditionnelle que nous connaissons. Donc, ça existe en Côte d'Ivoire, ça existe au Burkina Faso et encore en Afrique de l'Est, beaucoup plus, nous l'avons remarqué. En Côte d'Ivoire, nous avons des entreprises dans différents secteurs, dans l'agroalimentaire surtout, mais nous en avons rencontré dans le secteur des mines, de l'énergie, en termes de distribution d'énergie solaire, par exemple. Nous avons rencontré des entreprises également dans le secteur des TIC, en termes de distribution de produits liés ou de services liés à la téléphonie mobile, par exemple. Donc, nous avons un état des lieux qui montre qu'il y a de l'existence. Et nous progressons maintenant, c'est la collecte de données. Parce qu'on ne peut pas avoir de documents, on ne peut pas produire des résultats de recherche sans des données. Et nous collectons des données quantitatives. Et c'est là que les enjeux sont importants parce que nous rencontrons des difficultés. Les entreprises ne sont pas toujours disposées à répondre à nos questionnaires, toujours disposées à recevoir nos enquêteurs. Et nous continuons de sensibiliser, nous continuons d'intégrer les entreprises et les fêtières des entreprises dans le processus, dans l'écosystème que nous avons, de manière à aboutir à des résultats qui viennent d'un centre de recherche, qui viennent de chercheurs, et des résultats qui ne sont pas des études de cas d'entreprise, mais ce sont des résultats pour la Côte d'Ivoire entière, ou pour le Burkina, ou pour le Kenya, et des résultats aussi en termes d'analyse comparative des trois pays, pour dire à nos gouvernants, à nos décideurs, que voilà des résultats importants qui montrent que voici les politiques à mettre en place, voici les incitations à mettre en place, de manière à ce que ce modèle d'affaires, qui est un modèle, nos hypothèses c'est cela, qui est un modèle qui permet de réduire la pauvreté, d'arriver à l'autonomisation des femmes, qui permet d'avoir de l'emploi pour les jeunes, c'est un modèle à vulgariser, à promouvoir. Alors, des trois pays, on peut dire qu'on a deux sur ce plateau. Professeur Zaonogo, quelle est la réalité du terrain au Burkina? Merci bien. Je pense que la réalité au Burkina n'est pas très différente de celle de la Côte d'Ivoire. Donc, effectivement, nous avons fait une première revue pour voir quel est l'état des lieux de l'entreprise inclusive au Burkina. Et on s'est rendu compte effectivement qu'on a beaucoup dans le secteur agroalimentaire. Et on a aussi, dans les mines, on a aussi des entreprises inclusives dans les TIC. Voilà. Et effectivement, comme l'a dit le professeur Aouré, il y a beaucoup d'entreprises même qui font de l'économie inclusive et qui ne savent même pas que c'est l'économie inclusive. Voilà. Ils pensent même que c'est la RSE, alors qu'ils font de l'économie inclusive. Donc, nous avons effectivement fait ce point-là. Et actuellement, nous sommes en train de collecter les données pour pouvoir avoir des preuves assez robustes pour pouvoir répondre aux questions que nous avons soulevées. Effectivement, est-ce que ces nouveaux modèles-là permettent effectivement d'impacter les conditions de vie des ménages, des individus, à travers une réduction de la pauvreté? Et dans cette collecte de données-là, effectivement, on rencontre les mêmes problèmes qu'en Côte d'Ivoire, parce que les entreprises sont assez réticentes, parce que vous savez, quand vous allez dans une entreprise, bon, parmi les réponses à avoir, il y a le chiffre d'affaires autres, et les gens sont souvent réticents à donner ces éléments. Mais bon, on n'est pas découragé parce qu'on était bien préparé à ce genre de choses. Et normalement, en début octobre, on doit aller dans la grande enquête où nous allons effectivement prendre les informations sur les entreprises et effectivement descendre le long de la chaîne pour voir toutes les personnes qui sont liées à ces entreprises-là, pour effectivement regarder comment l'activité de cette entreprise-là permet d'inclure ces groupes vulnérables que sont les femmes et les enfants, et les jeunes. Alors, professeur Aouré Alban et vous-même, professeur Zaonogo Pam, vous l'avez dit, la pratique est peu documentée en Afrique de l'Ouest et il y a très peu de connaissances sur ce type de modèle d'affaires dans certaines régions, comparativement
à l'Afrique australe et à l'Afrique orientale. C'est le cas notamment du Cameroun, où il en existe un modèle qu'on a pu piocher. Pour vous, on va écouter cet élément. Moudika Fritsona du Cameroun et je représente Gifted Mom. Déjà, Gifted Mom, c'est une entreprise sociale et nous avons pour mission de démocratiser l'information sur la santé avec un focus sur la santé maternelle et infantile. Oui, en fait, je ne connais pas trop de cadre qui permet à ce type de business d'évoluer au Cameroun. Par contre, nous avons un soutien parce que Gifted Mom ne peut pas opérer sans le soutien du ministère de la Santé publique au Cameroun. D'ailleurs, nous sommes en partenariat avec ce ministère. Et ce ministère nous permet donc de descendre à les différents hôpitaux là où nous travaillons et opérer avec les personnels médicaux dans les différents centres. Donc déjà, à ce niveau, le ministère nous soutient. Mais il faut plus pour que ce genre de système, plus ce genre de business model, plus avoir une place de choix au Cameroun. Au Cameroun, il y en a déjà les initiatives et l'une de ces initiatives, c'est Gifted Mom. La pratique n'est pas connue, donc je pense que cette conférence est une opportunité vraiment de jeter un coup d'œil dessus et essayer de développer ensemble et documenter vraiment qu'est-ce qu'est le modèle inclusif en fait du business. Déjà au Cameroun, nous avons beaucoup de personnes qui sont considérées comme vulnérables, donc qui vivent en deçà de $3,000 par an. Donc déjà, ce modèle est pour moi un modèle qui est très important, surtout pour les pays africains en général, au Cameroun en particulier, parce que non seulement elle est en train de résoudre les problèmes sociaux, ça peut être dans n'importe quel domaine, en même temps, elle est en train de mettre de l'argent dans la poche des gens. Et beaucoup plus les jeunes et les femmes qui sont beaucoup plus les couches vulnérables. Bon voilà, un modèle très simple, très clair dans le domaine de la santé pour partager l'information. C'est un exemple de modèle au Cameroun. Ça veut dire que justement, l'Afrique de l'Ouest, on peut le dire, est quelque peu en retard. Comment se fait-il que ce soit, par exemple, dans les autres contrées de notre espace africain et que le retard soit constaté dans d'autres régions? Pourquoi là-bas, ça va beaucoup plus vite, docteur? Bon, ce que je vais dire ne s'appuie sur aucune évidence empirique, mais mon intuition est que tout dépend en réalité du dynamisme du secteur privé, ça c'est d'un, mais probablement dans une certaine mesure jusqu'à quel point les promoteurs d'entreprises sont soucieux, n'est-ce pas, de la situation de leurs compatriotes. Parce que, pour parler en termes simples, si vous créez une entreprise et vous vous rendez compte que vos frères, même père, même mère, sont dans la galère, et vous voulez les employer, très probablement, vous n'allez pas les payer comme si c'était de l'aumône que vous leur donniez. Ce que vous allez faire, c'est dire, OK, nous sommes des frères, donc cette entreprise, si ça réussit, c'est bon pour nous tous, si ça tombe, nous tombons tous. Donc, dès cet instant, le mode de rémunération que vous allez adopter sera tel que ces personnes-là soient aussi, entre guillemets, à l'aise que vous. Donc, je pense que c'est une question de sensibilisation, c'est une question d'exposition à ce qui est en train de se faire ailleurs. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'en Afrique de l'Est, par exemple, ils sont très, très tournés vers l'Asie, où cette pratique se fait depuis au moins une quinzaine d'années. Et l'enjeu pour notre continent, au moment où nous parlons, c'est véritablement les objectifs de développement durable 2030. Au moment où nous parlons, les estimations montrent que si nous continuons à faire les choses telles que nous les avons faites jusqu'ici, la plupart de ces objectifs-là ne vont pas être atteints, ce qui nous rappelle un peu les objectifs du millénaire qu'on a ratés. Donc l'enjeu maintenant, c'est de dire, est-ce que nous pouvons nous réveiller pour faire les choses différemment? Et juste une petite parenthèse, de plus en plus ce qu'on observe, il y a beaucoup d'argent. Quand je dis de l'argent, c'est à l'international. Mais les investisseurs, ils se soucient de plus en plus de ces questions de bien-être social, d'équité sociale, de justice sociale. Donc, vous allez trouver de plus en plus d'investisseurs qui vont vous dire, cette entreprise que vous avez créée, je ne vais y mettre de l'argent que si je vois, par exemple, comment est-ce que vous allez contribuer au bien-être des femmes. Vous voyez? Donc, adopter ce modèle d'affaires, ainsi que l'a dit les deux professeurs, oui, il y a un objectif social, mais c'est aussi une stratégie commerciale. Comment vous attirez les investisseurs? Comment vous ouvrez de nouveaux marchés? Donc, c'est cette vision qui, je pense, doit être popularisée dans notre espace ici. D'accord. Alors, permettez que je sois le professeur et vous, les élèves. Je vais vous soumettre donc au cas pratique de cette initiative camerounaise. D'abord, quel est votre regard là-dessus et qu'est-ce qu'on doit faire pour que ce soit
véritablement une entreprise inclusive. Si vous voyez leur modèle d'affaires, ce qu'ils essayent de faire, ils partent d'un constat simple. Dans la plupart de nos pays, les femmes, en particulier les femmes enceintes, ont énormément de difficultés. Nous connaissons les problèmes avec nos systèmes de santé, les problèmes d'accessibilité, et même lorsque vous avez accès à la qualité des soins, la disponibilité du personnel. Donc, ce qu'ils font en réalité, c'est de faciliter l'accès des femmes enceintes aux services médicaux. Et ça, en utilisant les nouvelles technologies de l'information et de la communication, le cellulaire. De nos jours, quasiment tout le monde a un cellulaire. Donc, de pouvoir mettre en place un système qui permet d'alerter la femme enceinte qu'elle a une visite prénatale qui est prévue dans 2 semaines, alors que sans ce système, elle ne s'en souviendrait même pas. Ou l'aider à se rappeler qu'en fait, la dernière visite qu'elle a eue, c'était dans l'hôpital qui est situé à 3 km et non celui qui est situé à 5 km. Donc, l'aider à faire ce suivi-là, cela fait une différence énorme au niveau de la société parce que, en termes de qualité des enfants qui vont naître, étant donné que la maman a été bien suivie, bien accompagnée tout au long de sa grossesse, l'enfant naît en meilleure santé. Donc, ça, c'est des coûts en moins pour le système de santé qui est financé par le contribuable. Et cet enfant qui naît dans de bonnes conditions, cela veut dire que son intellect, sa capacité à apprendre est meilleure. Donc, demain, ça, c'est un citoyen qui va contribuer encore mieux à la société tout entière. Donc, même si Gifted Mom, dans son business model, recherche la rentabilité, on peut voir comment elle fait une différence, non seulement pour les femmes enceintes, pour ces enfants qui vont naître, mais finalement pour nous tous. Donc, voilà en quelques mots ce que je peux dire. Alors, professeur Zornogo, finalement, le bénéfice ici est plutôt social dans cette initiative précise. Oui, il y a 2 types de bénéfices. Il y a le bénéfice, il y a le profit que l'entreprise va faire. Parce qu'elle ne va pas travailler à perte, elle va gagner quelque chose. Elle va gagner un bénéfice, mais la société tout entière gagne aussi. C'est comme le docteur Flaubert l'a dit, si les femmes sont bien suivies, ça permet à l'entreprise de gagner de l'argent. Mais ça permet aussi à la femme d'avoir... Parce que le service sera payant, ce sera ça certainement. Oui, mais il y a un coût à payer. Voilà. Mais bon, le gain qu'on a est plus que l'investissement qu'on fait. Parce que la femme, elle serait bien suivie pour ses grossesses. Donc, ça réduit le risque de mortalité maternelle et infantile. L'enfant va naître dans de bonnes conditions. Et ça fait que le système de santé, les dépenses qu'on aurait dû faire pour assurer une bonne santé à cette maman, si elle a eu des complications, on ne va plus le faire. Donc, tout le monde gagne. Et la société gagne dans son ensemble. Donc, il y a un gain social. Oui, rapidement. Donc, je pense que je comprends un peu la préoccupation de l'animateur. Il essaye de cerner d'où vient le profit de l'entreprise. Oui. Mais pensez à ces termes-ci. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, je pense que la population, on est dans 24 millions. Et nous savons qu'au moins la moitié, 50%, dont nous parlons de 12 millions, est de sexe féminin. Donc, si vous faites payer 2000 francs CFA par femme, par an, à 12 millions de personnes, je vous laisse faire le calcul. Au niveau individuel, ce n'est rien, 2000 francs CFA par an. Mais une fois que vous prenez la masse, vous faites beaucoup d'argent. C'est en fait ça la stratégie. D'accord. Alors, pour professeur Alban, on verra votre regard sur cette initiative camerounaise. C'est une bonne initiative, justement. La raison pour laquelle on a invité les responsables de Gifted Mom à la conférence internationale sur les pratiques de nouveaux modèles d'affaires. Et cela a été présenté. Et c'est des modèles, justement, à dupliquer. C'est des modèles à dupliquer, peut-être à améliorer, peut-être, mais il faut pouvoir le faire, étant donné que c'est les mêmes problèmes partout, pour les pays en développement et particulièrement pour la Côte d'Ivoire. L'accès à l'information sanitaire, par exemple, l'accès même aux soins de santé, aux centres de santé et aux soins de santé. Et voilà donc une réponse qui est donnée à partir d'un système très simple qui utilise donc les nouvelles technologies de l'information et un système, je dirais, peu coûteux pour les ménages et pour l'État. Donc, c'est des choses qu'il faut pouvoir donc regarder de près
Et nous avons eu d'autres modèles. Hein. Ça, c'est un modèle donc, au niveau de la santé. Nous avons eu d'autres modèles au niveau de l'apprentissage, par exemple. Dans le cas du Kenya, comment on met en place des systèmes pour qu'on puisse avoir des informations et apprendre plus facilement, et ainsi de suite. Nous pensons que les nouvelles technologies de l'information sont en train de, je dirais, de redynamiser les choses, de changer les comportements. Et il faut saisir les opportunités qui s'offrent pour faciliter les services, pour, je dirais, permettre aux individus d'avoir plus accès aux services sociaux, que ce soit l'éducation, la santé, la protection sociale, et ainsi de suite. Parce que justement, les personnes vulnérables rencontrent beaucoup plus de problèmes dans ces secteurs ou au niveau de ces services. Alors, on parle de responsabilité sociétale des entreprises, ça donne RSE. Si on parle des entreprises inclusives, ça va donner EI. Mais quelle est la ligne de démarcation de façon claire et précise, professeur Zanongo? Au docteur Flaubert. Je me permets de bondir parce que je ne peux pas me retenir. Hein. Allez-y, professeur. En réalité, pour exagérer, dans la RSE, on fait de la philanthropie, on fait une faveur. Je suis un entrepreneur, je construis une école. J'ai dit, OK, ça c'est le don que je vous fais. Mais dans l'entrepreneuriat inclusif, il n'y a pas de don. C'est du business pur. Sauf que la stratégie du business est telle que c'est gagnant-gagnant. Je comprends que moi, pour que mon business se développe mieux, il faut que vous, en tant que ce soit employé ou en tant que bénéficiaire, vous soyez partie prenante. Si on prend le cas de Gifted Mom, comme on dit, si vous chargez 2000 francs CFA par an, par femme, si vous avez une seule femme à servir, c'est clair que vous ne pouvez pas rester dans l'affaire. Mais si maintenant vous avez 15 millions de femmes qui vous donnent 2000 francs CFA par an, là, vous avez un business. Vous voyez? Mais vous ne leur faites aucune faveur. Quand vous les connectez au service, au système de santé, voilà le service que vous offrez. Mais est-ce que vous le faites gratuitement? Non. Vous le faites pour 2000 francs. La stratégie, c'est que les 2000 francs semblent modiques, mais en réalité, une fois que vous prenez le nombre de personnes impliquées, ça devient du gros business. Donc. D'accord. Alors, est-ce que ça veut dire que RSE et EI, c'est différent et que les deux modèles, je veux dire, les entreprises peuvent appliquer les deux modèles, professeur Zanongo? Oui, quand vous écoutez l'explication que Dr Biocob a donnée, l'explication du professeur Alba, vous vous rendez compte qu'il y a une différence. Il y a une différence fondamentale. Ça veut dire qu'on peut effectivement, dans une entreprise inclusive, appliquer la RSE. Ce n'est pas interdit. Parce que la RSE, comme l'a dit, on fait une faveur. Moi, je suis un entrepreneur, je dis, bon, OK, le village, il donne un forage au village. Mais c'est bénéfique, ça veut dire qu'on n'aura plus en souffrir. Exactement, d'eau potable, mais c'est bien. Mais moi, je le donne, mais je n'attends rien en retour. Alors que si moi, je fais de l'entreprise inclusive, moi, je vais dans un village et je donne, il y a l'exemple du Ghana qui a été fait sur le beurre de karité. Mais je vais faire, moi, je dis, je vais exporter du beurre de karité. Bon, moi, j'ai besoin, moi, je sais que je ne vais pas aller ramasser les noix. Les noix. Je ne vais pas fabriquer le beurre brut. Je ne vais pas ensacher ça moi-même. Je vais prendre des gens qui vont ramasser les noix. Je peux même les financer au départ pour qu'ils puissent ramasser ces noix, amener les femmes pour qu'elles puissent transformer le beurre de façon brute, engager des gens pour ensacher ça et ensuite j'exporte. Mais ce que je leur fais faire, je leur donne de l'emploi. Ils travaillent, ils gagnent quelque chose et moi aussi je gagne. Alors que dans la RSE, je fais un don. Je peux dire, bon, moi je vous offre ça, mais je n'attends rien en retour. C'est vrai que si on va plus loin, on va dire qu'il n'y a jamais un don gratuit. Parce que quand vous faites un don, bon, vous attendez quelque part une soumission ou bien vous attendez un sentiment d'adhésion à voilà, une politique, à la une idée. politique, exactement. Mais on peut être dans une entreprise inclusive et faire de la RSE. Mais en faire la RSE, on n'est pas forcément dans une entreprise inclusive. Alors, mais justement, cette question fondamentale, pourquoi finalement aller aux entreprises inclusives, professeur Alban? Aller aux entreprises inclusives parce que justement, nous sommes aujourd'hui dans un monde en réelle compétition au niveau des entreprises. L'entreprise elle-même doit trouver des stratégies pour sa viabilité, pour sa durabilité. Et on a besoin d'améliorer donc la qualité des produits et services offerts par les entreprises. Et je prends le secteur de la chocolaterie, par exemple. C'est des brandings, en même temps aussi, c'est des types de cacao
ou de fèves qu'il faut offrir à l'entreprise. Et pour aboutir à ce type de fèves, l'entreprise a besoin de coacher des planteurs, de leur donner des types d'intrants de manière à atteindre cette qualité de fèves qui puisse permettre de répondre à la demande mondiale en termes de normes et de qualité d'un certain type de chocolat. Donc, l'entreprise est en train de réfléchir à elle-même, sa productivité, sa performance, à elle-même son marché, lorsqu'elle regarde comment intégrer les personnes au bas niveau de l'échelle pour, je dirais, planter ce type de cacao, pour récolter, pour s'assurer du séchage et ainsi de suite, de tout le processus qu'il faut pour qu'on aboutisse à ça. Donc, en fait, nous sommes dans ce monde actuel où l'entreprise est plus ou moins obligée d'aller vers ce type de modèle parce que si elle veut sa viabilité, si elle veut sa durabilité, parce que ce modèle-là sert l'entreprise et comme cela a été dit, bien sûr, en servant la société. Dr Biekop, si je peux rebondir, oui, très très rapidement. Je pense que les enjeux, que ce soit du point de vue théorique ou sur le plan, je dirais, mondial, c'est le constat que le modèle traditionnel, le capitalisme pur et dur tel qu'on le connaît, il ne marche pas. Vous voyez, si en somme aux États-Unis, de plus en plus vous entendez parler de tous ces rapports qui disent « Ah, mais les inégalités qu'on est en train d'observer, vraiment, c'est plus acceptable. Vous avez peut-être 1% de la population nationale qui contrôle 99%, 1% de la population qui contrôle 99% des richesses, a dit non, ce système, ça ne va pas. Il faut qu'on trouve une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de penser. Donc, ces modèles inclusifs, c'est en fait une remise en cause, si on peut dire, du capitalisme traditionnel. On veut toujours faire de l'argent, mais ce n'est une forme de capitalisme où, finalement, on se nourrit, si je peux dire, des autres. Non. On fait de l'argent en permettant aux autres de faire de l'argent. Professeur Zanongo, vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Sinon, on passera, si vous le permettez, à la dernière partie, parce que là, le temps court très vite. Je voudrais qu'on parle véritablement de l'impact, en parlant des opportunités et des défis qu'il y a à relever pour la mise en œuvre de l'EI, l'entreprise inclusive, EI, entreprise inclusive, et non l'autre. Professeur Zanogo, on vous écoutera d'abord sur les difficultés, mais ce qui est bon, c'est que vous avez des exemples sur le continent de régions qui ont réussi, plus ou moins. Oui, merci bien. Bon, donc, je dirais que je vais me parler hors du continent. Bon, je prends le cas d'une exposante de Burkina qui a expliqué son cas. Elle est partie de 1250 francs CFA et aujourd'hui, elle a un chiffre d'affaires de 70 millions. L'entreprise tout super. Ça paraît quand même peut-être énormissime. Oui, 1200 francs, on se retrouve à être millionnaire. Il est bon qu'on ait beaucoup plus de détails sur ce parcours. Oui, mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a commencé à faire le séchage des produits agroalimentaires. Voilà, elle a commencé à faire le séchage. Et petit à petit, elle a étendu le nombre de céréales et de produits qui sont concernés. Elle a participé à des expositions et elle a arraché des prix et des marchés. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'effectivement, on peut faire de l'argent, du business avec l'entreprise inclusive. Parce que justement, on devra d'abord employer beaucoup de gens. Et le fait que vous employez beaucoup de gens, comme l'a dit le professeur Abouré, si vous faites des choses qui respectent les normes internationales, vous allez pouvoir faire de l'argent. Et elle, par exemple, dans son cas, elle exporte la plupart de ses produits. Donc, effectivement, elle arrive à faire du business. Ça veut dire qu'en termes d'impact, et même si nous n'avons pas encore les preuves à travers nos enquêtes, ce qu'on constate, c'est que vous touchez les gens au bas de l'échelle. Et ce qui fait qu'effectivement, vous arrivez à toucher les couches vulnérables. Contrairement au modèle traditionnel, comme l'a expliqué le docteur Biekop, où effectivement, on a l'impression, comme on le disait, le capitalisme, là, il exploite le prolétaire. Parce que lui, il vous emploie et puis peut-être vous paye des miettes. Mais alors que là, de toutes les façons, le capitalisme pur et dur n'existe plus. Oui, bon, ça dépend de comment on le prend. Sinon, il continue d'exister. Par contre, après les grandes entreprises, si elles ne se soucient pas, parce que si vous ne vous souciez pas de ceux qui vous aident à travailler, il y a un problème. Voilà, il y a un problème. Si vous négligez toute la chaîne, vous pouvez avoir de profit.
mais est-ce que ce profil est permis de réduire les inégalités? Alors, pour ce, quand on vous écoute, on a l'impression que ce schéma existe déjà, notamment avec la sous-traitance. Professeur Alban Ouré, est-ce que ce n'est pas une autre forme de sous-traitance avec, comme on voit actuellement, qu'une grande entreprise ait, par exemple, un marché et qu'après, elle emploie d'autres petites entreprises ou moyennes entreprises pour l'aider à la tâche? Mais la différence, c'est que dans la sous-traitance, d'abord, bien sûr, il y a un marché qui est ouvert pour sélectionner les entreprises sous-traitantes dans le processus de la production ou du service d'une grande entreprise ou d'une moyenne. Et donc, il y a une compétition entre ces sous-traitants. L'entreprise sous-traitante est recrutée et elle doit avoir les capacités pour répondre à la demande de l'entreprise qui la recrute. Ça, c'est le projet de sous-traitance ou, je dirais, le mécanisme. Mais aujourd'hui, l'entreprise, la grande entreprise dit, j'ai besoin de coacher les entreprises sous-traitantes ou qui sont dans mon système de production. Je n'attends pas d'elles des résultats dont je les révoque quand le résultat n'est pas bon, mais je dois les coacher, je dois les appuyer parce que nous sommes ensemble. Nous formons une seule entité, une corporation, donc je dois veiller au développement de ces entreprises, elles également. Ça peut être des micro-entreprises, ça peut être des individus, des producteurs individuels ou communautaires, des coopératives de production, on en a parlé par exemple, mais je dois leur apporter un appui et en le faisant, cela accroît leur productivité. En le faisant, cela accroît leur capacité, leur gain également. Et en le faisant, je gagne parce que je me rassure que l'entreprise va me livrer ce dont j'ai besoin. L'entreprise va rentrer dans mon plan, mon business plan, en le faisant. Donc, je n'irai pas toujours chercher une nouvelle entreprise sur le marché parce qu'une a été défaillante, mais je coach, j'entretiens des relations de long terme avec mon écosystème de production. Donc, voilà le modèle dont on parle. Et c'est celui-là qui est différent du modèle ancien. L'entreprise accepte d'investir dans tout ce qui se trouve dans sa chaîne de valeur. Mais cela suppose que les entreprises elles-mêmes doivent se prédisposer justement à aider la communauté. C'est peut-être là que va se poser le problème, Dr Jacob. Se prédisposer à aider la communauté, si vous décidez de devenir un entrepreneur qui adopte un modèle inclusif, c'est que vous êtes déjà soucieux du bien-être de vos semblables. Mais avant cela, oui. Comment faire en sorte que ces entreprises acceptent et se prédisposent à aider la communauté en passant par le modèle inclusif? Non, mais c'est pourquoi je dis... Pour une entreprise qui n'a pas encore adopté l'entreprise inclusive. Donc, d'où l'intérêt de la recherche. On veut démontrer, premièrement, qu'en adoptant ce modèle, vous faites plus d'argent. Pensez en termes de sous-traitance. Si vous faites du beurre de qualité à l'exportation et que les gens qui vous fournissent vous apportent du beurre de mauvaise qualité, vous n'arrivez plus à exporter, votre business tombe. Mais si vous encadrez ceux qui vous fournissent, vous leur apprenez comment collecter les bonnes fèves, comment les traiter, comment sécher, comment empaqueter, vous voyez? Lorsque vous exportez, aux États-Unis par exemple, on dit « Ah, mais cette compagnie ivoirienne, c'est la meilleure ». Mais la raison pour laquelle vous êtes la meilleure, c'est parce que vous travaillez avec ceux qui vous fournissent. Et vous avez de bons rapports avec ces derniers. Voilà. Donc, en réalité, une fois de plus, en adoptant ce modèle, vous faites plus d'argent que si vous restez dans l'ancien modèle. Donc, oui, il y a du social, mais une fois de plus, vous recherchez le profit. Et vous comprenez que la meilleure façon de faire du profit, c'est de vous assurer que tous ceux avec qui vous travaillez font du profit. C'est gagnant-gagnant. Mais pour rebondir là-dessus, et justement, je l'avais signifié, il faut noter le fait de la concurrence mondiale qui est aujourd'hui, je dirais, plus accrue. Voilà, nous avons les entreprises le marché africaines, est plus ouvert. Le plus ouvert. Les entreprises africaines doivent se confronter à des entreprises asiatiques, d'Amérique latine, par exemple, et même les premières entreprises, les grandes du monde, de l'Europe, de l'Amérique. Aujourd'hui, il y a de nouveaux champions dans le monde, de nouvelles entreprises qui se positionnent. Donc, et il faut dire aussi que les consommateurs sont devenus plus exigeants. Aujourd'hui, avec les médias, avec l'accès à l'information, mais nous nous informons, nous nous cultivons pour rechercher qu'est-ce qui est meilleur sur le marché. Et nous comparons les prix. Donc, cela impose aux entreprises de beaucoup plus faire attention à leur chaîne de valeur. Et voilà pourquoi les entreprises aujourd'hui, et les grandes entreprises, sont quasiment toutes en train de virer vers l'entreprise inclusive. Ça s'impose. Absolument. Si je peux très rapidement. Oui. Si vous prenez le cas du travail des enfants, vous prenez certaines grandes compagnies multinationales que je ne vais pas citer.
Si vous apprenez que cette compagnie utilise des mineurs, quand je dis des mineurs, des enfants de 7-8 ans, pour produire les chaussures que vous achetez, le jeans que vous portez, vous dites, ah non, ça, moi, je ne veux plus traiter avec ces gens, ce n'est pas la peine. Vous voyez? Donc, du coup, l'entreprise qui en est consciente, elle va se soucier de qui elle travaille, de qui elle utilise dans son système de production, pas nécessairement parce qu'elle est philanthrope, mais parce qu'elle sait que vous, en tant que consommateur final, ce sont des choses qui vous tiennent à cœur. Vous voyez? Donc, voilà un exemple concret où on voit en fait que des entreprises vont se soucier du bien-être des enfants, pas nécessairement en leur donnant de l'argent ou quoi que ce soit, mais en évitant de les exploiter. Parce qu'elles savent que si elles le font, l'entreprise tombe. D'accord. Professeur Zanogo, comme je disais, on a l'exemple des autres régions du continent qui ont suffisamment évolué sur le projet. Professeur Alban parlait tout à l'heure de difficultés dans vos recherches. À quel niveau exactement? Quels sont les points de difficulté dans ces recherches, déjà avec ce que vous avez entamé dans ces 3 pays, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Kenya? Ok, merci bien. Bon, comme il a dit, il y a des difficultés. Effectivement, c'est arrivé à avoir l'information juste. Voilà, parce que les entreprises elles sont assez réticentes à fournir la vraie information. Bon, on les comprend parce que quand... Mais la vraie information, c'est laquelle? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je donne un exemple, si vous voulez, connaître le chiffre d'affaires de l'entreprise. Souvent, c'est une information que l'entreprise n'aime pas donner, alors que pour apprécier la productivité de l'entreprise, c'est une variable qui est assez importante. Bon, elle peut vous donner le nombre d'employés, tout ça, mais il y a des difficultés d'avoir cette information. Deuxièmement, ils ne sont pas toujours disponibles. Parce que aussi, il faut noter que ce sont des hommes d'affaires, hein. Donc, ce n'est pas tout disponible. Est-ce que c'est parce que l'enjeu n'est peut-être pas encore bien compris? Oui, certainement. Certainement, l'enjeu n'est pas très bien compris parce que peut-être que ces entreprises ne savent pas que les données que nous sommes en train de collecter, c'est à eux que ça va plus servir. Parce que quand nous allons produire les preuves empiriques, que voilà comment le modèle devrait marcher, voilà ce qu'il faut faire pour que ça marche mieux, voilà les actions qu'il faut mener pour lever les différentes contraintes et montrer qu'il y a des opportunités à saisir. Si les entreprises comprennent ça, elles vont savoir que le travail que nous sommes en train de faire, c'est un travail pour elles-mêmes d'abord. C'est vrai, nous, en tant que chercheurs, on va avoir la satisfaction morale et d'avoir mis en œuvre ces éléments, mais ça profite plus aux entreprises. Mais malheureusement, nous ne sommes pas sûrs que les entreprises le comprennent. Bon, c'est vrai. Et dans le processus, nous avons fait des lettres d'introduction. Nous sommes passés on passe souvent par le patronat, le ministère en charge des entreprises, pour essayer de leur expliquer. Bon, mais ce n'est pas toujours compris, mais on ne se décourage pas. On sait qu'avec le temps, on va arriver. On va arriver aussi. C'est ça aussi l'effort qu'il faut faire. Alors, à vous entendre, messieurs, on peut aisément dire que vous êtes porteur de la solution pour résorber le chômage des jeunes et permettre à la femme d'être autonome dans notre espace africain. Si je peux me permettre, je ne dirais pas que nous avons la solution. C'est justement cela l'enjeu de la recherche. C'est-à-dire que vous avez des entreprises qui adoptent ces nouveaux modèles inclusifs. Ces entreprises vous disent, grâce à moi, aujourd'hui, 5000 femmes font de l'argent. Ça, c'est ce que l'entreprise vous dit. Maintenant, ce que les chercheurs essayent d'établir, c'est est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, en ce moment-là, les chercheurs font des recommandations aux responsables de politique publique pour dire, vous savez quoi? Il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer sur le terrain. Ce qu'il nous faudrait faire, c'est trouver le moyen de généraliser cette nouvelle façon de faire. Et pour généraliser, voici le type de mesures que vous pouvez prendre. Mais avant de faire ce genre de recommandations, il faut établir de façon rigoureuse, de façon scientifique, qu'effectivement, cette nouvelle façon de faire les affaires fait une différence sur le terrain. Parce que justement, nous, on a des chiffres, notamment pour la question du chômage des jeunes. C'est une question partagée sur l'ensemble des pays du continent. Sur environ 12 millions de jeunes qui frappent à la porte du marché du travail, seulement 3 millions ont accès à l'emploi formel. C'est quand même une difficulté énorme. Est-ce que c'est la solution avec les entreprises inclusives, professeur Zanogo? En tout cas, moi, je pense que c'est une des solutions. C'est une des solutions. On a foi que, comme l'a dit Flaubert, que les enquêtes que nous sommes en train de faire vont nous permettre d'avoir les preuves scientifiques que ça marche, mais ça devait être une solution. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ces entreprises inclusives-là vont inclure beaucoup de jeunes dans leur processus de production, dans leur processus de distribution, dans leur processus de transformation. Et ça va être vraiment
un signal fort pour pouvoir résoudre le problème du chômage. Parce que quand vous regardez l'emploi formel, hein, mais ça c'est clair que ça ne peut pas absorber tous les jeunes. Vous avez donné les chiffres ici. Moi, je pense même que c'est peut-être même que les chiffres même sont un peu... c'est beaucoup plus critique que ça. Oui, mais bon, je pense que c'est plus critique. Parce qu'il y a beaucoup de diplômés qui sortent, il y a beaucoup de jeunes qui frappent à la porte de l'emploi et qui n'ont pas de l'emploi. Et je pense qu'effectivement, ce modèle inclusif-là devrait impliquer plus de personnes et ça devrait effectivement réduire le chômage. Justement, ça veut dire que les entreprises inclusives s'adressent à plusieurs personnes à la fois, non seulement aux entreprises elles-mêmes, à ces jeunes et ces femmes donc, du continent, mais aussi à un niveau beaucoup plus stratégique, les États. Quelle devrait être la politique publique dans les différents États pour l'adoption? Peut-être que ça pourrait vous aider dans la recherche et la mise en œuvre des résultats. Professeur Alban Aoré, quelle position claire de la part de la politique publique au niveau national? Ce dont vous parlez, justement, c'est ce que nous appelons l'écosystème nécessaire pour la promotion, pour le développement de l'entrepreneuriat inclusif dans nos États. Et l'écosystème, c'est justement l'entreprise est au cœur de l'écosystème. Il faut qu'il y ait une entreprise qui entreprenne et qui puisse prendre en compte dans sa chaîne de valeur des jeunes, des femmes, ainsi de suite, et qu'il y ait des politiques publiques qui permettent justement à cette entreprise de prospérer dans un tel environnement. Donc, en termes de politique publique, et justement, nos travaux de recherche vont aboutir à faire ressortir les politiques publiques qui sont à même de favoriser ce type d'entrepreneuriat. Parce que dans la littérature, il y a un certain nombre de choses. Je prendrai par exemple l'information nécessaire sur les personnes au bas niveau de l'échelle. L'entreprise a besoin d'informations. Qui sont ces jeunes? Où sont les jeunes? Quel est leur niveau de compétence et de formation, je dirais? Et si moi, je suis dans un secteur bien donné, comment je peux avoir de l'information sur les jeunes capables de m'aider dans mon secteur d'activité? Donc, une banque d'informations sur les jeunes. Il y a un type de partenariat public-privé qui puisse permettre à l'entreprise qui s'engage là-dedans de bénéficier d'un certain nombre de mécanismes publics, dont, je dirais, des mécanismes fiscaux qui permettent à l'entreprise, parce que lorsque vous agissez notamment sur tant de personnes, tant de jeunes, tant de femmes, ainsi de suite, alors il faut un accompagnement. Donc voilà un ensemble de choses dans la littérature et nous voudrions donc regarder dans notre contexte qu'est-ce qui marche le mieux ou pourrait marcher le mieux et aboutir donc à des recommandations fortes de politiques économiques. Dr. Flaubert, est-ce que le politique doit s'impliquer outre mesure jusqu'à aller, par exemple, demander ou contraindre les entreprises à adopter le modèle? Non. Je ne pense pas qu'imposer des contraintes serait une solution. Au contraire, il s'agit d'offrir des incitatifs. Et je prends un exemple concret. Si vous dites, OK, sur la base des résultats que nous avons vus, il semblerait que le modèle inclusif nous aide à résoudre le problème du chômage des jeunes. C'est un problème social, c'est un problème économique. En tant qu'État, vous dites, OK, ça c'est très bien. Ce que nous allons faire, si vous, en tant qu'entrepreneur, vous réussissez à nous convaincre que vous avez un modèle d'affaires inclusif qui réussit à absorber suffisamment de jeunes, nous allons vous faire basculer dans une échelle de taxation inférieure. C'est-à-dire que compte tenu de votre chiffre d'affaires, peut-être que vous devriez payer 15%. Nous disons, OK, si nous avons la preuve que vous créez suffisamment d'emplois pour les jeunes, vous allez tomber à 7%. Ça, c'est une incitation. Soit dit en passant, les États, dans une certaine mesure, font également des efforts. Dans certains pays africains, vous avez des dispositifs par lesquels, au niveau des marchés publics, il y a des dispositions qui vont vous dire au moins 30% des marchés publics doivent aller à des jeunes de moins de 35 ans. Ça, c'est une façon de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, de promouvoir l'emploi des jeunes. Ça, c'est au niveau du secteur public. Maintenant, au niveau du secteur privé, étant donné que ce sont des entrepreneurs indépendants, les contraintes seraient contre-productives parce qu'ils peuvent aller s'installer ailleurs. Ce qu'il faut trouver, c'est comment les aider à faire plus et à faire mieux. Et ça, je pense que ça passera aussi par un dialogue avec ces acteurs-là. D'accord. Si le professeur Sanogo voudrait ajouter quelque chose sur cette question. Oui, donc je voulais juste appuyer ce qu'il a dit. Hein. On ne peut pas les contraindre. Parce que dès qu'il y a contrainte, il y a un problème. Voilà, il faut les inciter à trouver intérêt à aller vers ce mécanisme-là. Sinon, si vous les mettez des contraintes, ils vont certainement quitter. Il faut les inciter. Et rapidement là-dessus,
Nos travaux permettront donc d'avoir les éléments de plaidoyer. Les éléments de plaidoyer pour montrer que ces résultats ne concernent pas une seule entreprise, parce qu'un État ne crée pas toujours forcément des avantages pour une seule entreprise, mais l'État voudrait le faire sans discriminer, donc en offrant des avantages à tout un secteur, à toutes les entreprises de façon peut-être équitable. Mais ici, justement, c'est de montrer que ce n'est pas le cas d'une entreprise, c'est un cas national. Que si nous allons dans ce sens, nous aurons de tels résultats pour les jeunes, pour les femmes, dans tout le pays. Et vos résultats, on pourrait les avoir quand? Cette étude prendra fin en octobre 2019, mais en attendant, on aura des résultats intermédiaires. C'est la collecte de données jusqu'à janvier, février, et nous aurons déjà des résultats à partir donc de mai, juin, et nous aurons des séminaires, je dirais, à mi-parcours pour présenter ces résultats-là, sans oublier de dire qu'il y a des thèses de doctorat, 2 thèses dans chacun des pays, qui sont en cours de rédaction par les jeunes chercheurs du projet. Alors, nous sommes au terme de cet entretien, mais nous allons faire un dernier tour de table pour terminer. Et comme vous soutenez ce modèle, j'imagine que vos derniers mots seront comme une sorte de partage d'optimisme pour la promotion de ce modèle. Je commence par Dr Flaubert. Oui, je suis tout à fait en faveur de la généralisation de ce genre de modèle, parce qu'une fois de plus, nous avons besoin d'un secteur privé dynamique, mais en même temps, nous avons besoin d'une population qui, entre guillemets, tire son épingle du jeu. Donc, ces modèles d'affaires nous permettent d'atteindre les 2 objectifs de façon simultanée. Professeur Zanogo? Je suis du même avis. Je pense que ces modèles inclusifs devront nous permettre effectivement d'augmenter la capacité d'emploi de nos économies et effectivement réduire la pauvreté. Et moi, je souscris, je suis d'accord qu'il faut tendre à généraliser ce genre de modèle-là si effectivement les preuves scientifiques sont établies. Mais ces modèles d'affaires s'inscrivent justement dans l'agenda 2030 des Nations Unies, donc dans les ODD. Ces modèles d'affaires s'inscrivent également dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et le rôle du secteur privé dans la réduction de la pauvreté, dont nous pensons que nous sommes en ligne avec ces visions. Et il faut certainement contribuer de part et d'autre à ce que ces modèles émergent, puissent être adoptés par le plus grand nombre pour le bien-être de nos populations, pour plus de dynamisme dans nos économies. Alors, pour le développement justement économique et social, l'emploi des jeunes et des femmes, en un mot, pour la lutte contre la pauvreté, les entreprises inclusives, une solution. Il faut donc promouvoir cette pratique en Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, ce que soutenaient à l'instant nos invités. Professeur Auré Alban, merci. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur de la cellule d'analyse de politique économique du CIRES, donc la CAPEC. Docteur Flaubert Biekop, merci. C'est moi qui vous remercie. Oui, vous êtes administrateur principal de programme au Centre de recherche pour le développement international. Et puis, professeur Zanogo Pam. Merci, professeur. Merci bien. Vous êtes directeur du laboratoire d'analyse quantitative appliquée au développement Sahel de l'université de Ouaga, au Burkina Faso. Les salons de Radio Côte d'Ivoire pour aujourd'hui, c'est terminé. Technique Yaoblé David. Réalisation Régis Kofi. Présentation Kolo Koulibaly. À très vite.